prononcer au mot à mot. Hein. Ça paraît évident, bien sûr, vous êtes dans une école d'interprétation et de traduction, vous connaissez ces règles. Mais on rencontre dans la profession régulièrement des gens qui n'ont pas été formés et qui, au bout de 15, 20 ans même de pratique, sont toujours au même niveau de départ parce que tout simplement, ils n'ont pas eu ces quelques notions qui permettent de mieux décoller. Alors là aussi, on ne peut pas mémoriser une phrase entière telle qu'elle est prononcée. Hein. Si je prononce une phrase de 20 mots et que je vous demande de la restituer exactement telle que je l'ai dite, il y a gros à parier que vous ne serez pas capable de le faire, et certainement pas 5 minutes plus tard ou 10 minutes plus tard. Donc c'est important de le savoir en consécutif, donc de ne pas prendre des notes et puis ensuite d'essayer de rétablir le même ordre, la même séquence des mots. Par ailleurs, il est important de bien savoir que l'interprète en consécutive, mais aussi en simultané, est un conteur. Conteur, C-O-N-T-E-U-R, hein, pas C-O-M-P-T-E-U-R, mais est un conteur. Il faut vraiment se dire qu'on raconte une histoire. Hein. Imaginez par exemple que vous voyez un événement dans la rue, vous sortez, il se produit, je ne sais pas, quelqu'un qui bouscule une personne, qui tombe, enfin toute une série d'événements. Ça peut durer un certain temps. Le soir, vous rentrez chez vous, vous avez quelqu'un chez vous à qui vous racontez cette histoire. Vous êtes capable, sans la moindre prise de note, bien sûr, de restituer l'histoire dans sa totalité, avec votre faculté d'exprimer les choses, de façon claire et précise. Et la consécutive devrait être la même chose. Et bien souvent, les gens entravent leur propre faculté justement à compter par une prise de notes effrénée et excessive. Hein. Pensez bien, vous êtes là pour raconter une histoire, vous êtes là pour faire en sorte que quelqu'un qui ne comprend pas la langue B, ou la langue, disons la langue B, puisse la comprendre parce que vous êtes capable de le réexprimer. Donc il faut avoir une vue d'ensemble, bien sûr. Quand on fait de la consécutive, mais quand on fait de la simultanée aussi, bien sûr, on doit à tout prix avoir un maximum d'informations sur tout ce qui est périphérique à l'intervention. En général, ça se situe dans le cadre d'une conférence qui se déroule en simultané, et puis à un moment donné, il y a peut-être un petit groupe en consécutive, ou alors il y a le soir un dîner, et donc on va parler, les gens qui vont prendre la parole vont parler des choses qui ont été dites, qui ont été évoquées pendant le congrès. C'est jamais isolé en général. Mais il faut en tout cas être très attentif parce que tout ce savoir que l'on a, périphérique à la conférence, permet de faire une meilleure consécutive, bien sûr. Même démarche, quelles que soient les langues en jeu, il n'y a pas de différence. Hein. À partir du moment où on connaît la langue source et la langue cible, quelle que soit la langue source et quelle que soit la langue cible, le travail est le même. Il y a bien sûr quelques facteurs culturels dont on doit tenir compte, mais bon, ça va, c'est inhérent également à la pratique de la langue. Contrairement à la simultanée, en consécutive, on est vu. Hein. L'interprète est en général invité à se mettre sur un podium, à côté d'un micro, à côté d'une tribune, et donc les gens le voient. Et on peut, plus qu'en simultané, on peut utiliser un peu la gestuelle pour faire comprendre davantage un message, alors que lorsqu'on est en simultané derrière sa vitre, que personne ne nous voit en plus, il n'y a aucune chance de faire passer quoi que ce soit autrement que par le support verbal. Et cela aussi permet la consécutive. Ce qui est intéressant, c'est que même si quelqu'un, je vous ai donné l'exemple de ce ministre de Gibraltar, mais même si quelqu'un parle 5 minutes, et souvent les gens ne sont pas non plus des professionnels de l'expression, si on peut restituer la même chose en 3 mots, en un mot, il ne faut pas s'en priver. Il est clair que l'interprète doit être plus court. Hein. En général, les gens perdent patience. Si par exemple l'intervention se fait en anglais et qu'il y a une consécutive en français, il y a gros à parier que les clients francophones auront compris l'essentiel du message en anglais. Donc il y a au moins un certain nombre des gens qui seront impatients, qui se diront « Ok, on a entendu l'anglais, on n'a pas vraiment besoin d'une interprétation en français ». Mais ce n'est pas toujours le cas. Et quoi qu'il arrive, on a quand même plus ou moins l'obligation d'être plus court. Hein. Je dirais que la consécutive doit être à peu près les 2 tiers en durée par rapport à l'original. Mais si on peut se limiter à 1 tiers, personne ne vous en tiendra rigueur.
à condition bien sûr de ne pas escamoter des choses importantes. Alors, il est important de repérer ses clients, parce que si le groupe est trop gros, bien sûr c'est difficile, mais si c'est un groupe relativement restreint, il est inutile d'imposer par exemple une vraie consécutive de l'anglais vers le français à tout un auditoire. Si par exemple on n'a que 3 personnes qui écoutent, qui ont besoin d'interprétation, et qu'on peut les regrouper dans un coin et faire une chuchotée succincte, hein, ça fait gagner du temps à tout le monde. C'est plus relax aussi pour soi-même que de faire un peu de chuchoter. Donc il faut essayer de savoir toujours avant la réunion, avant la prestation, qui sera le client, savoir aussi qui est susceptible de parler et dans quelle langue. Comme cela, on peut être plus rationnel dans sa prestation. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de se lancer dans une consécutive réelle et puis de se rendre compte en fin de réunion que finalement ce n'était pas nécessaire. Donc l'avantage aussi, c'est qu'en général, on a la possibilité de rencontrer les gens, on les voit, et donc on peut leur poser des questions. On est beaucoup plus accessible, et ils sont plus accessibles que lorsque c'est de la simultanée. Alors, on doit aussi jauger son auditoire, c'est-à-dire que il m'arrivait très souvent quand je faisais de la consécutive dans les années 90 en fait, de sympathiser avec les gens, surtout lorsque la consécutive se déroulait à l'étranger et que par exemple, à l'époque j'étais aux États-Unis, et que les francophones qui venaient, ceux qui ne connaissaient pas l'anglais, donc qui avaient besoin de moi et qui m'approchaient, étaient souvent un peu perdus. Et donc j'étais pour eux le support linguistique, c'est-à-dire qu'on me permettait de comprendre, mais j'étais aussi un peu le support culturel. J'étais un peu pour eux le trait d'union avec une culture qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, et donc il y avait très naturellement un lien qui se créait. Et il arrivait souvent, j'ai souvenir par exemple d'une conférence chez Boeing à Seattle aux États-Unis, et ils me demandaient d'aller avec eux le soir boire une bière. En plus, on était dans un coin assez isolé, finalement, ce n'était pas un problème. Hein. Mais beaucoup plus qu'en simultané. En simultané, en général, ils ont un certain recul. Ils ne savent pas comment nous aborder. On est un petit peu froid, peut-être aussi, d'aspect. Alors que là, vraiment, le lien s'établissait naturellement. Et ça allait au-delà de la conférence elle-même. C'était aussi, est-ce que vous pouvez nous aider? On va aller demain, on a une journée de libre. Pourriez-vous venir avec nous? On doit faire des achats, on ne comprend pas, on ne sait pas, on ne connaît rien. Donc c'était en général, ça permettait d'avoir des liens très intéressants avec les gens. Donc nécessité d'en faire ni trop peu. Hein. Il faut vraiment cerner les besoins. Moi je sais que j'ai horreur de travailler pour les murs aussi. J'ai eu un exemple, là c'était de la simultanée, à l'époque où j'ai dû faire mon service militaire, ça existait en France, hein, et j'étais coopérant au Canada, et j'étais payé par la France en tant que militaire. Non, j'étais payé par le Canada, mais le montant était fixé par la France, parce que j'étais militaire en fait. Et je travaillais pour le secrétariat d'État du Canada, gouvernement fédéral. Et j'étais tellement mal payé par rapport à mes collègues, je me retrouvais régulièrement en cabine, en simultané, avec des collègues qui étaient payés au tarif normal. Et moi, ce que je touchais correspondait à peu près, il me fallait travailler à peu près, par mois, j'avais ce que eux gagnaient en une journée, grosso modo. J'étais militaire, hein. C'était pour moi, de toute façon, j'étais gagnant parce que j'étais pas en caserne. J'étais en plus dans un pays agréable, hein. À ce titre, j'ai fait tout le Canada. J'avais des bonnes conditions. La seule chose, c'est que j'étais très mal payé. Donc, étant mal payé, malgré tout, je n'avais pas envie de travailler pour rien. Et plusieurs fois, des collègues canadiens se sont un petit peu offusqués parce que je voyais il y avait notamment des réunions de Radio-Canada Radio-Canada allait dans les différentes provinces et dans les villes moyennes de province pour représenter des programmes et faire participer la communauté francophone lorsqu'il y en avait. Mais très souvent, surtout que dans le Manitoba, dans l'Alberta, les communautés francophones parlaient en fait très peu le français ou très mal et connaissaient tous l'anglais. Donc parfois, il n'y avait tout simplement pas besoin de travailler. On voyait très bien que les quelques personnes qui étaient censées être nos clients comprenaient au moins aussi bien l'anglais canadien. Et donc, moi, je ne voyais pas pourquoi j'allais travailler pour les murs.
Et alors ces collègues canadiens me disaient à l'époque, non, non, il faut travailler, même si on n'écoute pas. Parce que pour eux, c'était peut-être le maintien d'un marché, hein, c'était peut-être ne pas avouer qu'ils étaient inutiles et donc ils étaient payés à rien faire. Mais moi, comme j'étais payé 2 fois rien, je trouvais que c'était encore peu payé pour ne rien faire. Donc il faut en faire ni trop, ni trop peu. Donc. Alors utiliser sa mémoire, hein, donc ça, je le répète encore, hein, pas de prise de notes à outrance, essayez vraiment d'assimiler ce qui se dit, le message. Et pour ce faire, bien sûr, on comprend d'autant plus quelque chose qu'on l'a préparé, qu'on a la connaissance nécessaire. Donc là, on travaille sur l'unité de sens, puisque en consécutive, on travaille par pan de discours. On n'est pas, sauf certaines réunions qui sont très, très techniques. Il peut arriver qu'on fasse de la consécutive technique, ça m'est aussi arrivé, où là, c'était vraiment du mot à mot pratiquement. Hein. C'était d'un niveau de technicité tel. J'ai souvenir d'une conférence sur les cuves à fond sphérique. J'ai oublié l'adjectif. C'était très complexe. Honnêtement, c'était quand j'étais tout jeune diplômé. J'y comprenais absolument rien. Et tout s'était déroulé vraiment au mot à mot. C'était pas possible. Je ne pouvais pas utiliser ma connaissance du sujet. D'abord, je n'avais pas eu l'occasion de me préparer non plus. Mais en tout cas, je ne connaissais rien. Et donc, le seul moyen que j'avais, c'était de leur dire, OK, il a dit ça, d'attendre s'ils avaient compris, et puis de continuer comme cela. Mais en général, bon, on est quand même censé avoir un minimum de compréhension et de maîtriser le sujet. Donc, les connaissances linguistiques, on comprend ces langues. Hein, et là encore, la terminologie est importante selon le sujet, si on a un sujet technique, mais ce n'est pas l'essentiel. Hein. Je crois qu'il faut bien savoir, en interprétation en général, mais en consécutive, certainement, il faut être un conteur. Il faut vraiment avoir l'aisance nécessaire pour raconter l'histoire, pour que les gens accrochent aussi. Et face à quelqu'un qui serait plus hésitant, les clients sont eux-mêmes plus hésitants. Et ils ont l'impression, même si la qualité d'information est la même, ils ont l'impression d'avoir été moins informés si on enrobe moins le message. Alors l'érudition, l'information, l'intelligence, il faut vraiment... c'est l'occasion aussi, je crois, cette consécutive. Si on est tous des gens qui ont une formation d'interprète, c'est qu'on a quand même le niveau nécessaire. Hein. On n'est pas de simples secrétaires bilingues, on n'est pas des personnes qui connaissent un petit peu l'anglais ou un petit peu une autre langue. On a un niveau qui est un niveau relativement difficile à atteindre, et ça se voit et ça doit se voir. Et je crois que c'est le meilleur moment, lorsqu'on fait de la consécutive, de le montrer et de le démontrer. Alors, il y a un point particulier, mais je suppose qu'on vous a déjà sensibilisé, c'est celui des noms propres, celui également des chiffres. Alors, les noms propres, il n'y a rien de plus désopilant pour quelqu'un qui entend son nom et quand son nom est massacré. Donc, on a vraiment l'obligation de savoir quels sont les noms des gens. Et ça vaudra également pour vous aux Jeux Olympiques. Hein. Vous ne pourrez pas connaître tous les noms de tous les athlètes, mais en tout cas, il faut que vous connaissiez par cœur le nom des athlètes francophones, pas uniquement français si vous êtes français, mais s'il y a des athlètes, bon, il y aura des Canadiens sans aucun doute, des francophones canadiens, il y aura des athlètes francophones suisses, francophones belges, etc. Et il faut que vous connaissiez les noms, parce que si un nom est prononcé par un Russe, un nom français est prononcé par un Russe, il n'est pas évident que vous le reconnaissiez spontanément, et si vous ne l'avez surtout jamais lu, c'est prononcé par un Américain, parfois ça peut être également très, très difficile à repérer. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas vous permettre de donner un nom approximatif, et la personne en question se sentira vexée. Hein. Donc ça, c'est important, et c'est un travail relativement simple à réaliser. Il faut également que vous connaissiez non seulement les athlètes, mais le nom aussi des personnages des Jeux Olympiques. Hein. Que ce soit des membres du CIO, les membres des CNO de Belgique, CNO de France, etc. Les grands entraîneurs également. Hein. S'il y a une vedette, je ne sais pas moi, de patinage artistique, on va parler de cette vedette, mais on parlera également de son entraîneur en général. Donc là aussi, il faut savoir qui est l'entraîneur, connaître bien le nom, de façon à être aussi précis que possible. Hein. Il y aura toujours des moments où vous serez imprécis pour bien d'autres raisons. Mais sur les choses que l'on peut préparer, que l'on peut éviter
sur lesquels on peut éviter des erreurs. On n'a pas le droit de faire l'impasse. Il faut vraiment préparer cela.